Eh ben, je m'appelle Arnaud Debry, je suis le coordinateur du festival. Je travaille pour la SBLZ, donc, qui organise le Jivasi, qui organise aussi le festival Esperanza. Et donc voilà, mon métier, c'est vraiment de mettre en place le festival, sa partie, on va dire, un peu logistique, coordination, mais aussi toute la partie artistique. On ne le savent pas toujours, mais c'est un vieux festival. Il a 15 ans. Il n'a pas toujours été dans cette formule-là. On l'a créé quand on avait 17-18 ans, donc il a forcément évolué avec nous. Et maintenant, depuis quelques années, on est dans une formule un peu rétro, décalée. L'idée, c'est de mettre en place une expérience très immersive pour que les gens vivent un bond dans le temps. La prohibition, les cabarets sauvages, les années folles. Donc voilà, on axe tout le festival pour que les festivaliers vivent un véritable bond dans le temps. Il y a deux pistes. La première piste, c'est qu'en 2012, on avait fait le constat qu'on cherchait après l'envie des gens. Et on se rendait compte qu'on n'avait pas un public cible très défini, on tirait un peu dans tous les sens et on s'est dit qu'il fallait un peu recentrer le festival pour créer un projet où nous en fait on serait prêt à payer pour y aller. Ça c'était la première réflexion, et la deuxième réflexion vient du fait que le marché de la musique il a explosé, c'est-à-dire que la vente de disques a fort baissé et du coup les artistes se rattrapent sur les cachets de concert, et un festival moyen comme le Jivasic, on n'a pas les moyens de se payer des têtes d'affiche. Et donc il fallait trouver un modèle économique et un modèle viable où on peut remplir le festival sans être dépendant de têtes d'affiche. Et donc on s'est dit voilà, la seule manière d'y arriver, c'est d'avoir un concept fort, une expérience forte et un projet sur lequel qu'on peut défendre en équipe. Et en fait, en 2012, on a programmé un groupe qui s'appelait, parce qu'il n'existe plus, qui s'appelait Phonograph, qui était un collectif de DJ Electro Swing, composé d'artistes très connus en fait, parce qu'il y avait Feder, qui était un des DJ, et l'autre DJ c'était un des leaders de Synapson, donc c'est quand même des mecs qui savent faire de la musique. Et en fait ça nous, en 2012, on s'est dit mais c'est ça qu'on a envie, et ça n'existait quasiment pas. C'était un peu l'émergence de Caravan Palace, mais l'électro-swing n'était pas très connu. Et donc on faisait déjà un gros travail au niveau de la scénographie, enfin avec les moyens de l'époque. Donc on s'est dit ok, il faut qu'on crée un festival complètement décalé où les gens viendraient déguisés et où la musique serait centrale, mais il n'y aurait pas que ça, quoi. Bah forcément on est sensible à la qualité de la performance. Donc on veut des artistes dont c'est le métier, qu'on rémunère, et avec une vraie envie d'avoir quelque chose de qualitatif. Et puis ça doit aussi tourner autour de l'expérience qu'on met en place. Donc effectivement on avait des barbiers, mais ça c'est pas vraiment de l'artistique, mais au niveau du burlesque on fait aussi un travail de déconstruction du genre. Donc on met à fond en avant les identités queer, non binaires, pour aussi en fait aider notre public à se déconstruire et avoir un vrai rôle politique. Donc voilà, dans l'équipe on a des personnes qui nous conseillent là-dessus. Donc moi je suis programmateur, mais en tant qu'homme blanc hétéro je suis moins concerné par ces questions, mais je m'entoure de personnes qui m'aident et qui programment surtout ces thématiques-là. La première qui me vient, elle date de 2012, on avait accueilli le chanteur Kali. Et bon, à l'époque, pour le Jivasic, c'était très dur d'avoir des têtes d'affiche parce que on était fin septembre, il y avait les fêtes de la musique où tout était gratuit. Donc en fin de l'été, donc encore sous les exclusivités des festivals de l'été. Et donc on se retrouvait avec seulement quelques artistes qui tournaient encore. Et Kali était chaud de venir chez nous, mais sa femme devait accoucher, la date de l'accouchement était genre 2-3 jours après le festival. Et donc on a dû mettre en place
une sorte de taxi de garde 24 heures sur 24 où dès que sa femme, je sais pas, dès que l'accouchement était déclenché, on avait un runner qui pouvait l'amener en 5 heures en France où il était. Donc on avait préparé une sorte de cellule bifast avec 2 chauffeurs prêts à partir n'importe quand, à faire des relais pour rouler non-stop jusque chez lui. Donc ça c'est une des anecdotes, mais après il y en a des milliers. Mais ça, voilà. L'autre anecdote moins drôle, c'est que par exemple cette année, notre responsable déco, Julios, il est en quarantaine, il a le Covid. Et il n'est pas là, donc c'est très problématique parce que forcément c'est un engrenage majeur de notre organisation. Mais voilà, on doit faire avec, et c'est pas évident. Comme ça, il le voit, il sait qu'on pense à lui. Mais à la base, en 2020, le projet devait un petit peu évoluer parce qu'on trouvait qu'on avait fait le tour de ces questions-là. Covid, pandémie, festival annulé. Et donc on a pris seulement la décision en septembre 2021 de faire le festival parce qu'on ne voulait pas engager des frais inutiles alors qu'on n'avait pas la garantie de pouvoir faire le festival. Donc là en 2 mois, on avait 2 mois pour organiser le festival, donc c'est vraiment très très court. On s'est dit ok, on va pas prendre une prise de risque, on va faire ce qu'on sait faire, donc en format années 20. Mais là l'idée peut-être dans la suite, ce serait peut-être un peu d'évoluer dans les époques. Et de pouvoir se balader un peu entre la préhistoire et maintenant, et faire toujours dans un projet décalé, une sorte de machine qui voyagerait dans le temps et qui emmènerait les festivalières dans plein d'époques. Oui, c'est vrai que les gens ne se rendent pas toujours compte de l'immensité que c'est d'organiser un festival, surtout comme le nôtre. Il y a quelque chose de très disproportionné au Givasic dans l'énergie à la mise en place. Quand on pense festival, on pense une scène, une buvette, une friterie, mais nous, c'est tout sauf ça. Je crois qu'on a 1000 mètres carrés d'échafaudage qu'on vient habiller avec de la déco. On reconstruit plein de fausses façades, un peu comme au cinéma, parce que la déco participe en fait à l'immersion et c'est notre atout. Et donc, quelque part, les gens ne viennent pas voir des têtes d'affiche au Givasic, mais quelque part, on compense ce budget-là dans l'expérience, donc dans la déco, dans les animations à côté, et dans tout ce qui fait que les gens vont passer une soirée complètement déjantée. C'est une bonne question. Je crois que ça leur est plu. Et c'est marrant parce qu'en 2019, il y a 3 sœurs qui avaient amené leur grand-mère ou leur arrière-grand-mère au festival. Elles étaient toutes les 4 déguisées, la grand-mère aussi. Et je crois qu'elles ont passé un bon moment. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu dire ça aussi en anecdote. J'ai encore rappelé hier à l'équipe. Et c'est ce qu'on aime aussi au Giva, c'est ce côté intergénérationnel. Bon, après, c'est vrai que c'est déjanté et que peut-être pour les générations un peu plus anciennes, ça peut être un peu remuant. Mais c'est comme ça qu'on l'aime aussi, notre festival. Oui, forcément, la centaine, je crois que le week-end, on est 300 bénévoles à gérer le festival. Donc forcément, c'est grâce à eux que le festival peut avoir lieu. Mais particulièrement le CO, les équipes d'éco, tous ceux qui passent 10 jours ici à dormir dans les tentes, dans le froid. C'est clair qu'on se dit souvent que c'est clair qu'il y a des emplois derrière, mais sans le bénévolat. Donc voilà, vous qui êtes à Radio Code, vous savez aussi ce que c'est. Moi, je suis un ancien capiste, donc je sais ce que c'est aussi de s'investir à côté de sa vie d'étudiant et de famille.